Je remercie beaucoup Nicolas Leluerne de Canopé en région Centre-Val de Loire qui m'a permis de rencontrer les collègues enseignants. Merci Patrick, et on est bien évidemment pressé de retrouver Nicolas pour animer cette table ronde. Régis, tu vas commencer par te présenter, voilà. Tu t'es cru dans une autre visioconférence, je vois. Alors bonjour à tous. Ouais, c'est des vieux réflexes. Ouais, c'est ça. Donc moi je m'appelle Régis Forgione, je suis prof d'école, fraîchement, j'ai envie de dire fraîchement détaché à Canopé là depuis 2 mois, pour bien préciser les choses. Et je pense qu'on va parler de tous les projets pour lesquels on est là un peu plus tard. Fabien, à toi la balle au rebond. Ok, certainement. Si ce brigand de Nicolas Leluerne veut bien nous la perche, c'est ce qu'on se fera un plaisir de faire avec vous ce soir. Moi, je suis Fabien Aubard, donc enseignant, un peu moins fraîchement débarqué que Régis. Alors, non pas à Canopé, mais dans un endroit qui s'appelle le Centre de recherche interdisciplinaire, plus connu, son acronyme, le CRI Paris. Et notre directeur, c'est François Tadei, que peut-être un bon nombre de participants à cette visioconférence connaissent déjà. Et puis, effectivement, on est extrêmement heureux de vous retrouver ce soir et on remercie chaleureusement Patrick et l'ensemble de l'équipe pédagogique du MOOC Campan pour cette belle invitation. Et Nicolas Leluerne, donc enseignant de lycée professionnel Lettres Histoire et un peu moins fraîchement aussi détaché au réseau Canopé depuis 3 ans comme directeur d'atelier. Donc on va commencer. Donc l'idée les garçons, c'est pendant cette petite heure, c'est de réfléchir autour des communautés et des collectifs enseignants connectés, de voir en quoi ces collectifs fonctionnent. Quels sont leurs ressorts, quelles impressions ils nous donnent aujourd'hui, comment ça avance. Et j'ai presque envie de vous demander, ça va être une question un peu facile, mais qu'est-ce qu'un collectif enseignant connecté et en quoi, selon vous, c'est intéressant aujourd'hui? Alors, je crois déjà que tu as commencé par une question qui est tout sauf facile, parce que… Mais comme d'hab, les copains. Il est malin. Parce que, oui, ça donne envie de rebondir tout de suite. C'est une question que nous, on se pose depuis un bout de temps et sur laquelle on a quelques idées qui ont évolué en même temps que ces collectifs. Et surtout, ça me fait penser, je peux pas ne pas en parler là, à un dossier des cahiers pédagogiques où beaucoup de gens se posent justement cette question, de praticiens comme nous jusqu'à des chercheurs. Et la réponse n'est pas évidente. On peut penser que c'est juste un groupe d'enseignants. Disons que la définition basique, on pourrait penser que c'est un groupe d'enseignants qui peut échanger via des outils numériques. Ce serait une définition extrêmement basique, mais disons qu'à la base, ça pouvait être ça. Mais je vais laisser évidemment Fabien compléter largement cette première piste. Alors, moi, je te rejoins, Régis, sur le fait que c'est une question qui est extrêmement complexe, en tout cas qu'on a voulu creuser, puisqu'on entendait beaucoup parler de ces collectifs enseignants connectés. Alors, derrière le connecté, je pense que dans notre idée à nous, il y avait cette idée de réseaux sociaux et de l'utilisation qui pouvait être faite par les enseignants pour se retrouver, comme ils le font d'ailleurs depuis que l'école où la pédagogie existe, mais maintenant d'une toute autre façon, avec des médias et des médiations qui permettent une accélération, une simultanéité de ces échanges, et quel impact cela pouvait avoir sur leur pratique. Donc, on a eu l'occasion de pouvoir creuser un peu la question au travers d'une publication multi-regard et multi-contributive, puisque avec le numéro 548, il me semble, Régis, des cahiers pédagogiques, on a interrogé un certain nombre d'acteurs du monde éducatif, donc des praticiens, des chercheurs, mais aussi des industriels, des gens qui viennent de la société non scolaire pour nous donner leurs éclairages sur ces collectifs enseignants. Alors, on a des témoignages, c'est étrange, en venant, je pensais beaucoup aux témoignages de Serge Pouchelaju, d'Éducation et Territoire, qui lui nous parlait de la constitution de premiers collectifs qui ont utilisé les blogs et les forums il y a de ça près d'une vingtaine d'années, et l'évolution, les hypothèses
hypothèses qu'il avait émises à l'époque sur l'évolution de ces communautés. Et son papier dans les cahiers pédagogiques donnait l'occasion de revenir sur ces hypothèses sans divulguer le papier, de dire que la plupart des hypothèses n'étaient pas confirmées. Il est très difficile de prédire l'avenir. Donc aujourd'hui, on a surtout, il me semble, Patrick et Nicolas et Régis, une variété de ces collectifs enseignants connectés, une mosaïque. La question serait plutôt de dire quel est le dénominateur commun. Et puis, vous allez voir, on boucle la boucle parce qu'il me semble que ces dénominateurs communs, à minima, ils sont ceux qui ont été présentés par Régis, avec, j'ai envie de dire, peut-être quelque chose en plus. C'est une forme d'attachement et de vitalité pour la pédagogie. Voilà, c'est-à-dire qu'on a et des professionnels qui exercent leur métier de praticien ou peut-être des métiers autour de la pratique pédagogique et de l'enseignement. Et puis, on a aussi des patients sur en livre, on a beaucoup pour faire de la pédagogie derrière. Et cette implication-là, elle est à géométrie variable. Donc, vous voyez, on digresse. C'est assez, on a une structure un peu en fractale qui part dans tous les sens avec ces collectifs enseignants connectés. Donc, j'ai envie de dire autant de collectifs enseignants connectés que de dispositifs, d'activités, d'objets de réflexion ou de pratiques pour ces communautés. Alors, peut-être qu'on peut partir de votre histoire à vous, parce que tous les deux, vous êtes quand même deux des symboles du dispositif Twicté, et qui est pour moi un collectif enseignant connecté. Alors, peut-être racontez-nous un peu cette histoire, comment ça s'est amalgamé au départ, comment les enseignants se sont mis à travailler ensemble, parce que c'est pas évident, peut-être dire d'abord ce que c'est la Twicté, mais ensuite dire, voilà, comment ça s'est organisé entre vous, comment vous avez vécu les choses, parce que je pense que les choses se sont passées de manière incrémentale et peut-être quels effets ça a eu sur votre développement professionnel aussi personnel et peut-être ce que vous en avez vu des autres. Régis ? Tu veux que je commence ? Ok. Ouais, oui. Par quoi je commence ? Qu'est-ce que c'est Twicté ? Ouais, alors Twicté, je vais te le faire en une petite phrase bien connue. Bien c'est un joué. dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe ou d'apprentissage et d'enseignement de l'orthographe, si on veut également. Et aujourd'hui, au-delà de ce petit pitch, c'est une association et c'est un certain nombre de profs qui, oui, travaillent ensemble. Et ça, c'est la grande question. C'est finalement un collectif enseignant connecté, en tout cas tel que nous, on l'imagine, et qui fait travailler les élèves autour de cette grande question et de ce grand basique de l'enseignement, l'orthographe. Donc, si la question, c'est comment, j'ai bien aimé ton mot de, comment tu as dit, amalgamer, voilà, dans cette idée de faire s'agglomérer un certain nombre de professionnels, notamment et évidemment beaucoup d'enseignants du premier degré sur le travail de l'orthographe. C'est une conjugaison de plusieurs choses. On disait tout à l'heure dans les dénominateurs communs de ces collectifs, il y a le côté réseau social. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on le pensait. C'est par ce biais-là, en tout cas, que les enseignants travaillent ensemble et font travailler ensemble leurs élèves. Je vois Fabien qui fait oui. Oui, parce que puisqu'on parle ce soir des collectifs enseignants connectés, de l'intégration de solutions numériques dans sa pratique pédagogique et de ce travail collaboratif, on a souvent tendance à dire qu'en fait, Twicté, ça a été une espèce de piège pédagogique. L'idée, c'est qu'on avait une réflexion autour de la formation des enseignants il y a 6 ans déjà, donc lors des premiers pas de Twicté. Et ouais, et ça ne nous rajeunit pas, et surtout pas toi, Régis. Et l'idée, c'était de se dire, nous, on est des passionnés de pédagogie, et il se trouve qu'on s'est retrouvés sur ce terrain du numérique qui n'est qu'un angle de pénétration dans la pédagogie et qui est l'angle de pénétration autour duquel on s'est rencontrés tous les deux. Et l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on va faire pour partager ce qui nous semblait, nous, être une découverte assez hallucinante, c'est le fait que l'intégration de solutions numériques dans notre pédagogie nous semblait à la fois développer notre expression pédagogique, démultiplier nos stratégies d'intervention, faire gagner en fluidité l'organisation de classe, individualiser un certain nombre de dispositifs qu'on avait déjà mis en place, mais qu'on arrivait à enrichir au travers de cette utilisation du numérique.
Et j'en profite pour saluer Nicolas Olivier qui vient de nous rejoindre. Et on s'est dit, comment partager ça avec les collègues? Il se trouve qu'à l'époque, moi, j'étais en situation de formation. Et alors que j'avais été précédemment dans un contexte d'accompagnement de collègues, mais dans un contexte tout à fait informel dans lequel cet enthousiasme que j'avais et cette envie de partager se diffusait extrêmement facilement, eh bien, étiqueter conseiller pédagogique, ça fonctionnait moins bien. Donc l'idée, c'était aussi de trouver des moyens détournés d'embarquer les élèves et les collègues. Pardon, je pense que c'est le embarquer les élèves qui est un peu trop usité comme expression, donc c'est pour ça que j'ai fait le lapsus. Et on s'est dit, bon, voilà quelque chose qui est intéressant. On sait qu'une des problématiques des collègues, c'est le temps dont ils disposent. Et le temps de formation, c'est une variable qui est importante. Donc, on va proposer une espèce d'activité clé en main dans laquelle les enseignants seront fortement invités à utiliser le numérique pour pouvoir la déployer, à l'utiliser avec les élèves, mais d'abord à les utiliser entre eux. C'est comme ça que des choses qui nous semblent peut-être 6 ans après, et surtout aux personnes qui sont là ce soir et peut-être derrière leur écran, assez communes, comme utiliser des espaces de travail collaboratifs, donc des documents collaboratifs, avec des visios, utiliser les réseaux sociaux pour organiser sa veille pédagogique, eh bien tout ça, il y a 6 ans, ça ne relevait pas d'une évidence. Je pense que ça ne relève toujours pas d'une évidence. Et tweeter a été une des facettes de ce plan machiavélique qui a été élaboré par Régis Forgione. Moi, j'y suis pour mon œil. pour ramener les collègues de la pédagogie, parce que vraiment, nous, on y croyait. Et puis surtout, c'est une corporation à laquelle on est très attaché. Donc, quand on peut améliorer les conditions de travail des enseignants, leur bien-être, tout en dynamisant leur réflexion pédagogique, ça nous semblait un angle un petit peu intéressant. Donc, au-delà du dispositif qui est proposé aux élèves, qui est cette espèce de dictée sur Twitter, il y avait vraiment un angle de formation, un angle andragogique, comme dirait Nicolas Olivier, très, très important. Salut Nicolas. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes? 2 minutes, c'est beaucoup. Alors, Et 2 minutes, si tu en prends 3, c'est bien aussi. Ah punaise, mais c'est une longue présentation alors. Donc Nicolas Olivier, professeur d'éducation musicale, qui essaye de faire de la vidéo, mais là avec le système des vacances, c'est pas extraordinaire. Donc professeur d'éducation musicale dans l'Académie de Toulouse et formateur disciplinaire avec une teinte numérique, il faut quand même le dire. Et puis, on va dire parmi les fondateurs de la team Edmus sur Twitter. Puisque c'est un peu le sujet un peu d'aujourd'hui. Et donc, ça fait maintenant, je compte même plus les années, mais on va en tout cas arriver à notre 5e rencontre réelle, Edmus Connect, alors qu'on a commencé à échanger d'abord sur Twitter. Donc on est ravis, ça se déroulera le 6 et 7 avril à Colmar. Vous êtes bien sûr conviés, parce que c'est ouvert à tous. On est des professeurs d'éducation musicale majoritairement, on organise l'événement, mais on ouvre vraiment l'événement à tous parce que on s'enrichit énormément de tous ceux qui viennent et qui ne sont pas forcément des profs d'éducation musicale parce qu'ils apportent leur spécificité également. Voilà, et puis je me tourne depuis maintenant 2 ans vraiment sur l'aspect vidéo. Alors j'ai mis les doigts avec la classe inversée, puis tout l'aspect tutoriel, et puis de fil en aiguille, ça m'a passionné, et donc je m'amuse aujourd'hui à faire des vidéos sur YouTube pour vraiment rester quand même, j'avoue, dans une dynamique d'enseignant. Je fais des vidéos qui sont de la vulgarisation musicale, en fait, pour mes élèves en premier lieu, et puis de temps en temps pour reporter des événements divers et variés. Mais c'est un petit peu actuellement mon cheval de bataille, on va dire. Voilà, est-ce que ça va? C'est parfait. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, et puis pour poursuivre la réflexion qu'on avait avec les garçons, c'est en quoi, en fait, finalement, Edmustech et ce que vous avez fait sur Twitter a répondu à un de vos besoins d'enseignants. Parce que je sais que la communauté des professeurs d'éducation musicale est plutôt une communauté isolée à l'intérieur des établissements scolaires. Souvent, il y a un enseignant. Voilà. Comment ça vous a aidé? Comment vous avez construit les choses? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes passé finalement du virtuel au réel? Et peut-être quelle est la réception institutionnelle de tout ça? En fait, tu as identifié,
on va dire la problématique qu'on a eue, c'est qu'effectivement, dans les établissements, on n'est pas toujours plusieurs profs d'éducation musicale. Donc, c'est parti d'un désir d'échanger, un besoin, en fait. Hein, c'est même plus qu'un désir, ça va vraiment au besoin de savoir est-ce que ce que je fais, c'est bien, est-ce que ce que font d'autres peut éventuellement m'inspirer, ou est-ce que je peux confronter ce que je fais avec d'autres pour avancer, tout simplement. Et donc, vraiment, ce besoin, il était là. Et puis, tout à l'heure, Fabien, il parlait de veille. À l'époque où on a démarré sur Twitter, il y avait beaucoup d'enseignants déjà, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'enseignants d'éducation musicale qui partageaient ce qu'ils faisaient. Et du coup, il y avait une visibilité de l'éducation musicale sur le net qui était surtout représentée par des blogs, en fait, des blogs historiques comme par exemple Madame Musique, qui fait partie d'ailleurs de la team Admus. Maintenant, Joël est quelqu'un qui est vraiment un mastodonte pour nous, qu'on admire énormément et qui a rejoint le réseau. Mais ça se limitait à donc des individus qui partageaient sur leur blog. Et ce qu'on a eu besoin, nous, c'était d'échanger vraiment au quotidien. Tu vois, voilà, typiquement, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé encore cette semaine. Hein. J'ai une séquence en 5e, j'ai envie de parler du dialogue en musique. Et là, bim, j'ai une collègue qui balance sa séquence sur le dialogue en musique. Je dis, mais c'est génial, donc je regarde, j'analyse. Ouais, tu peux prendre. Excuse-moi, en même temps, j'ai ma fille derrière. J'analyse ce qu'elle fait, j'échange avec elle. Oh, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Et en fait, en moins de temps que je l'aurais pensé encore aujourd'hui, parce que maintenant je suis coutumier du fait, j'ai construit ma séquence sur le dialogue, alors qu'avant, ça m'aurait pris des heures et des heures. En fait, c'est l'idée, tu sais, de toujours réinventer la roue, quoi. Là, l'avantage de l'échange et du partage, c'est que ma collègue, elle a une super séquence. Moi, ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait, je m'inspire de ce qu'elle fait, je la remodèle avec ma propre identité. Et du coup, quand je vais moi-même partager ma séquence, j'espère que ce partage que je vais faire aussi va pouvoir, elle aussi, m'inspirer. Et donc, on est vraiment dans l'échange de pratiques, dans de l'analyse de ce que l'on fait. Et pour aller encore plus loin, c'est ce qui nous a permis à nous de nous auto-former et de nous d'aller vraiment dans l'innovation. Par exemple, dernièrement, il y a plusieurs de la team Admus qui ont remporté un prix innovant sur le métacours, qui consiste donc à faire, très brièvement, pour l'expliquer, le métacours, c'est le principe qu'une classe va en quelque sorte préparer un cours pour une autre classe. Et donc l'autre classe va suivre ce cours et la classe qui le suit va renvoyer derrière d'autres éléments. En fait, on retrouve un peu l'idée de la tweetée dans l'échange, hein. Mais ce métacours était aussi interdisciplinaire, c'est-à-dire que ça allait aussi vers des élèves de lycée qui préparaient des cours pour des collègues. Et on a tout là, on a les gamins, on a le chien, je suis désolé, c'est les vacances. Hein. donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que ça nous a aussi aidé aussi bien à avancer dans tout ce qui est l'échange de pratiques au quotidien, mais également à aller dans l'innovation et s'entraider ensemble et se soutenir, parce que vous l'avez peut-être dit aussi, mais le prof innovant, entre guillemets, son plus grand problème, c'est qu'il est tout seul et qu'il n'est pas forcément soutenu. Et là, on a un réseau qui est derrière nous et qui nous soutient au quotidien, qui nous critique au sens positif comme au sens négatif du terme pour avancer. Et ensuite, la dernière question que tu avais posée, c'était l'institutionnel. Dès le départ, on a été soutenu par nos inspecteurs respectifs. Le premier Admus Connect qu'on a fait à Toulouse, il y avait mon IPR d'éducation musicale à Toulouse qui était là, qui nous a soutenus. À Nice, on a eu l'IPR de Nice également. On l'a fait 2 ans à Tours ces 2 dernières années. L'IPR de Tours n'est pas venu, mais il nous a soutenus largement. Et donc, le regard de l'inspection générale aussi est là. Monsieur Maestracci, qui est notre IG, nous soutient également maintenant. Et en plus, on s'est rattaché aussi à l'association des professeurs de musique, professeurs d'éducation musicale, qui s'appelle l'APMU. Et donc, c'est aussi une association qui est vraiment reconnue institutionnellement, aussi bien par le corps d'inspection que même par le gouvernement, puisque c'est elle qui va au dialogue en ce moment pour tout ce qui se passe au niveau des programmes, etc. Donc, on est vraiment dans cette idée où on ne va pas contre, on est en complément de quelque chose, on apporte une plus-value. C'est un peu ça aussi l'état d'esprit des collectifs enseignants. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais effectivement, il ne s'agit pas de jouer la concurrence selon ce que j'entends d'après ce que vous me dites. Je ne sais pas si vous voulez compléter pour poursuivre ça. C'est vraiment un travail pour aller au-delà, plus loin. Oui, alors, moi, si je peux me permettre, c'est l'idée aussi de l'horizontalité et de la proximité. Et bien sûr qu'on ne se met pas en concurrence, mais c'est vrai que quand on a des besoins particuliers sur, je ne sais pas, typiquement, tu utilises des tablettes Android, c'est pas forcément toujours dans le PAF que tu vas pouvoir avoir une formation
et éducation musicale sur la tablette Android ou même sur la tablette iPad. Là, ça nous permet de répondre à des besoins et échanger sur des besoins qui sont vraiment particuliers, mais ça met pas du tout en concurrence. Enfin, si tu parles par exemple du PAF ou du Canopé ou des initiatives de ce type-là, au contraire, pour moi, c'est totalement complémentaire et on s'inscrit même à l'intérieur de ces choses-là, puisque moi, je suis formateur au PAF et on est les trois, par exemple, moi, on vient d'animer la formation éducation musicale et numérique dans l'Académie de Toulouse. Les trois formateurs ont fait partie de la team Edmus, donc on n'est pas du tout, tu vois, ni en concurrence, ni en bis-bis ou quoi que ce soit. Et notre IPR nous soutient totalement et nous a sollicité aussi pour ces compétences-là. En tout cas, dans notre partie à nous, moi, je ne vois pas du tout comme une concurrence, mais plutôt comme un complément horizontal et particulier. Moi, je pense que mentalité et la création, la façon dont on sera capable de penser des nouveaux écosystèmes d'éducation, nouveaux, que les acteurs sont forcément nouveaux parce que les modalités sont forcément nouvelles, mais nouveaux parce qu'on aura vraiment l'articulation des différents postes en termes de formation. Ça fait très longtemps, c'est une anecdote que je raconte. J'ai eu la chance, quand j'étais praticien, quand j'étais enseignant, d'avoir un IEN, inspecteur de l'éducation nationale. J'étais dans le premier degré, enfin j'étais dans le LSH, dans l'enseignement spécialisé particulièrement, qui avait dit qu'il avait carte blanche pour tuer mon plan de formation à l'année. Il me demandait des attestations d'anticipation, donc j'allais à des colloques, j'allais à des séminaires, j'allais dans une animation pédagogique de la Circo d'à côté, mais en tout cas, je m'étais fabriqué la carte de plan de formation. Moi, je rêve aujourd'hui de la même façon, réfléchir au niveau universitaire sur des diplômes blancs, des licences blanches ou des prises blanches, qu'on puisse faire confiance aux praticiens qui peut-être auraient donné aussi certains gages de leur capacité à être dans cette dynamique d'auto-formation, qu'on donne une carte blanche, suivi le MOOC campant, par exemple, et bien sûr, le MOOC campant, j'ai investi 9 heures, et ces 9 heures viennent alimenter un compte de formation annuel. Là, je pense notamment aux collègues du premier degré. C'est toujours... Patrick, il y a peut-être des questions sur le chat de YouTube. Ouais, il y a une question très intéressante de... Je me permets, hein, Nico, de Malek Malik, qui dit y aura-t-il un moyen d'officialiser, institutionnaliser ces innovations pédagogiques ou ça reste toujours des actions informelles? On a discuté avec le ministère. Il y a Nico qui a apporté plein de pistes intéressantes juste à l'instant. Moi, je renchéris sur ce que disait Nico de concurrence. Non, surtout pas. Enfin, on est tous des profs, on est très, très attachés à l'école républicaine. Et d'ailleurs, quand on dit collectif enseignant connecté, enfin, sous le enseignant, je pense que il n'y a pas de question, tout le monde met la même chose, ces enseignants de l'école, qui peut-être, il l'a abordé aussi un petit peu, Nicolas, ne trouve pas, et je pense que c'est ce dont Fabien parlait, que j'entendais pas très bien, ne trouve pas toujours chaussures à leurs pieds en termes de formation et qui puissent s'auto-former et se développer professionnellement via une offre complémentaire, comme tu le disais toi, hein, Nico. C'est dur avec deux Nico. Hein. Toi, Nico le barbu. Et donc, c'est d'aller s'auto-former et se former entre pairs et d'aller y chercher parfois aussi d'aller y trouver parfois aussi ce qu'on n'y cherchait pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui entrent dans un collectif enseignant et qui le découvrent un petit peu par hasard et qui vont y trouver des ressources, qui vont y trouver une communauté, qui vont y trouver un mode de développement qu'ils n'imaginaient peut-être pas. Parce qu'on en a vu beaucoup, hein, au départ, Fabien le disait, hein, c'est-à-dire on a l'air de vieux schnock avec ce dispositif tucté qui a 6 ans, mais au début, on était entre nous, c'est-à-dire entre geeks qui connaissaient Twitter par cœur, qui connaissions tous les outils par cœur, donc c'était extrêmement facile. Puis petit à petit, on a vu arriver, alors sans aucun côté péjoratif, mais le prof lambda qui n'y connaît rien en numérique, et c'était un petit peu l'hameçonnage, c'est-à-dire tu viens dans un dispositif comme ça et on va te demander d'utiliser une visioconférence, des outils collaboratifs. Et tout ça, ça participe du développement professionnel quelque part. Maintenant, et ça l'a dit Fabien aussi tout à l'heure, maintenant tout ça a l'air évident. On est passé à un autre stade de réflexion et d'utilisation d'outils pour d'autres raisons, parce qu'on est très nombreux et que, évidemment, on n'utilise pas un outil collaboratif à 100 comme on l'utilise à 3. Enfin, il y a d'autres solutions. Mais ça engage tout le monde, du coup, dans le collectif, à réfléchir à d'autres manières de faire. Et il y a ce next step dont parlait Nico, que je me permets d'appeler Nico Guitare, du coup, pour bien différencier les deux Nicolas, du présentiel qui est arrivé finalement très vite. On nous disait, un reproche des anciens temps, dirons-nous, c'était que
le numérique, ça éloigne, les réseaux sociaux, ça éloigne les gens, c'est pas du réel. Au contraire, tous ces gens ont très vite eu envie, du côté d'Edmus, de se voir pour de vrai chaque année, et même beaucoup plus que ça, hein, évidemment, sur leurs événements. Du côté de Twicté, on a notre université d'été numérique qui se passe à Ludovia, où les gens se rencontrent physiquement. Donc ça noue quelque chose de concret aussi. Mais je crois que je suis allé plus loin que la question qui était en jeu, Oui, Nico. la question, moi, ce que je peux préciser, c'était comment l'institutionnel s'accapare les collectifs enseignants. Et surtout, ce qui est important, c'est comment il laisse l'initiative. Parce que dans tous les cas, les projets que vous avez construits, l'initiative, elle ne vient pas de l'institution. Elle vient d'une dimension de veille que vous mettez en place et d'idées et voilà, c'est quelque chose qui monte du terrain. Et je crois que ce qui est très, très important, c'est ne pas avoir de bâton dans les roues de la part de l'institutionnel, dans le meilleur des cas, avoir une récupération, mais surtout laisser l'initiative. Et comment vous pensez que cette initiative, vous l'avez? Bon, j'imagine que, que chaque collectif aurait sa réponse par rapport à ça. Il y a des collectifs qui auraient envie d'être institutionnalisés quelque part, d'intégrer le système, je ne sais pas comment le dire autrement, je le dis peut-être mal. Nico Guittard disait tout à l'heure qu'il y a une notion d'horizontalité, où eux, visiblement, ils travaillent vraiment en toute horizontalité. Ils sont un autre acteur qui propose de la formation en complémentarité avec l'éducation nationale ou en co-construction aussi, de ce que j'ai cru en comprendre. Il y a d'autres dispositifs peut-être qui aimeraient rester plus affranchis, mais j'ai envie de dire que la réponse, elle vient à la fois des dispositifs eux-mêmes et de l'institution. J'ai l'impression que, alors je sais pas, je saurais pas trop comment le dire, passer soit une masse critique, ou soit passer un certain crible sur la solidité peut-être didactique de certains dispositifs, les choses se passent plutôt bien pour ces dispositifs, pour parler de celui dans lequel nous on est venu pour parler, pour le dispositif Twicté. Ça a été assez vite identifié, enfin assez vite, je crois que c'était 2015, Fabien, ou 2 ou 3 ans après, le prix de l'innovation à la Journée nationale de l'innovation de l'éducation nationale. Et là, clairement, c'est sûr que ça a ouvert les choses parce que localement, là où certains collègues avaient peut-être de mal avec leur hiérarchie directe à intégrer le dispositif, où il y avait encore des peurs autour des réseaux sociaux, par exemple, quand l'institution met un espèce de tampon en disant, j'ai mon bon accent lorrain qui est ressorti là, en disant, ben voilà, on donne le prix de l'innovation à ce dispositif, c'est sûr que ça ouvre quelques portes, on va dire. Donc voilà. Mais après, le lien avec avec l'institution, je pense qu'il est différent selon chaque dispositif. Je pense notamment, par exemple, à la classe inversée, qui est aussi une grosse structure, qui a encore peut-être un autre rapport avec l'institution. Oui, clairement. Le meilleur exemple, c'est peut-être Ludovia, où finalement les frontières sont quand même floues entre. Enfin, quand on va à Ludovia, on y va régulièrement tous ensemble, et c'est vrai quand tout le monde discute ensemble, on sent pas, on sent plutôt d'ailleurs de la bienveillance vis-à-vis de l'innovation pédagogique et des collectifs enseignants, non? Ah, clairement, je suis d'accord. Là, s'il y a bien un événement où l'horizontalité, ça a un sens, c'est Ludovia. Je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que sous votre question, il y a l'idée que il y aurait, enfin, de frottement qu'il peut y avoir entre l'institution et des dispositifs. Bon, ben, enfin, je sais pas, c'est peut-être ça l'orientation que sur ces points-là qu'on peut échanger. Bon, du coup, moi, si effectivement, pour aller dans ton sens, Régis, il y a une question sous-jacente de frottement. Nous, effectivement, quand on a commencé à exploser avec Edmus, on a suscité peut-être pas la méfiance, mais en tout cas une certaine interrogation ou une certaine inquiétude, peut-être pour pas dire des mots trop forts de la part des corps d'inspection. Mais à partir du moment où on a balisé nos événements physiques avec les IPR et on s'est aussi rapproché de la PMU, on a montré 2 signes forts de notre volonté de dire que on était indépendant, on était autogéré, mais qu'on n'était pas du tout en distorsion avec l'institution. Et du coup,
ça nous a permis de pouvoir aussi continuer et d'être soutenus à différents niveaux. Mais il y a quand même une chose, et ça je pense que le corps, l'institution est capable de le comprendre, c'est la temporalité. C'est-à-dire que l'avantage de ces réseaux, c'est l'instantanéité. J'ai une question, j'ai une réponse. Lorsque je suis en formation PAF, ça arrive une fois par an. Lorsque je suis en rapport avec mon IPR, ça arrive très rarement. Et donc, il y a ce rapport aux besoins immédiats qui ne peut pas être comblé, en fait. Et à partir du moment où on explique au corps, à l'institution, que justement, le bénéfice de ces réseaux-là, quand ils sont notamment animés par des gens en qui le corps d'inspection a confiance, eh bien, c'est qu'on va pouvoir vraiment être là dans l'instantanéité et être vraiment ce complément. Et pour l'instant, moi, je n'ai rencontré que des inspecteurs qui comprenaient cela et qui étaient totalement favorables. Et aujourd'hui, dans des formations de stagiaires, on peut parler du réseau EDMUS sans aucune barrière et sans aucun problème. Et finalement, est-ce que c'est pas le rôle de l'institution aussi de poser des questions à un moment donné et de regarder les choses? C'est aussi une façon de protéger de protéger nos enfants, enfin les élèves. Ah ouais, c'est légitime. Clairement. Ouais. Pour moi, c'est légitime ces Ouais. questionnements. Clairement, Et d'ailleurs- l'institution. Je rajoute juste l'institution, elle est dans le temps long et c'est très bien parce qu'on peut très bien imaginer, je sais pas, l'explosion de quelque chose qui a l'air génial et tout. Et si c'était vite intégré et digéré par l'institution, il faut certains garde-fous. Hein. Pour en revenir au dispositif TUCT, par exemple, qui s'est transformé, enfin maintenant qui fait partie d'un projet IFRAN autour des territoires numériques. J'ai envie de dire qu'au-delà du plaisir de travailler ensemble des enseignants et du développement professionnel peut-être parfois supposé que ça engendre, le regard de la recherche a aussi quelque chose à venir dire, c'est-à-dire nous de notre côté, on travaille du côté de l'orthographe, c'est des chercheurs qui vont pouvoir dire à quel point sur tel ou tel élément de didactique de l'orthographe, c'est pertinent dans ce dispositif particulier, à quel point ça apporte des éléments de développement professionnel ou pas. À la lueur de ces éclairages-là aussi, ça fera évoluer le dispositif ou d'autres dispositifs pour justement, comme tu le dis, qui ait ces garde-fous qui permettent d'inscrire les choses dans le temps long et avec, avec discernement. Moi, en fait, on parle d'innovation, de collectifs connectés, mais on parle beaucoup d'innovation. Et en fait, ça, c'est aussi. Moi, j'ai un regard parfois assez critique sur les dits innovants ou l'innovation. Je ne me suis pas toujours considéré comme un innovant parce que parfois, j'ai souvent fait simplement prolonger ce qu'on m'avait proposé avant, ou même parfois copier d'une certaine manière, enfin, du copillage. Est-ce que vous vous considérez, vous, comme innovant? Qu'est-ce que c'est que l'innovation pour vous? Et est-ce qu'on est obligé d'être innovant pour faire des choses intéressantes? Je te rejoins complètement. Hein. On n'a jamais aimé ce mot de. Je dis on parce que je parle pour Fabien aussi. Ce mot d'innovant, ou en tout cas de prof innovant, qui ne veut pas dire grand-chose. Ou alors il faut remettre le mot innovant à sa juste place. C'est-à-dire que derrière innovant, on met l'invention, on met le eureka, on met le coup de génie. Alors qu'en fait, c'est souvent très, très incrémental. Des toutes petites choses, comme tu le dis, qui partent déjà de l'existant. Et j'aime bien aussi Françoise Picot qui dit que l'innovation, c'est tout relatif. Hein. C'est-à-dire que pour un prof qui est très, très, entre guillemets, à l'enseignement à l'ancienne, rien que le fait je sais pas, de laisser parler un peu plus librement ses élèves ou juste de les mettre par deux, c'est une innovation pour lui. Et tant mieux. C'est peut-être ça, l'innovation, c'est de se bouger, hein, de bouger le curseur par rapport à soi-même. En tout cas, il n'y a pas il faut complètement le désacraliser parce qu'il est trop lourd à porter pour des profs sur qui on met une étiquette innovant. Enfin voilà, où on est innovant sur des petites choses et peut-être à un moment très très particulier, comme tu le dis, j'aime bien ton idée de copillage. Enfin c'est ça quoi, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on veut bien en faire dire à ce mot, je trouve. Et finalement, le plus important, c'est le changement, c'est l'accompagnement au changement. Aider les gens à peut-être les accompagner à les rassurer aussi, parce que innover, parfois, entre guillemets, c'est se mettre en danger et c'est pas toujours facile. Et est-ce que vos collectifs, à tous, justement, participent à cet accompagnement au changement, à prendre les gens comme ils sont et à les aider à aller, vous parliez tout à l'heure, justement, de les prendre un petit peu là où ils sont et de les inviter à utiliser d'autres outils? Comment on les accompagne? Comment on les aide finalement
à acquérir ce changement, à aller un petit peu plus loin. Je vois que Nico Guitare a activé son micro. Je pense que la réponse peut être un peu la même pour les deux, parce que en fait, ce qui pour moi est la clé pour la réponse à donner, c'est qu'en fait les enseignants qui viennent nous rejoindre, que ce soit pour la Twicté ou que ce soit pour Edmus, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont été touchés par quelque chose qui les a intrigués ou qui les a motivés, et donc ils viennent avec la motivation d'avancer. Donc en fait, quand effectivement on les prend là où ils sont et qu'on les amène un peu plus loin, c'est comme pour un élève motivé. À partir du moment où il a envie d'apprendre, ça va 1000 fois plus vite et il va apprendre. Et ben là, c'est exactement pareil. Donc en fait, pour nous, quand des collègues arrivent, c'est du pain béni, parce qu'on va pouvoir les amener plus loin, et eux vont amener leur spécificité et vont ensuite nous enrichir de leur propre spécificité et enrichir le dispositif déjà en place. C'est comme ça qu'on a des gens, même à l'intérieur d'une équipe de profs d'éducation musicale, on a des gens qui ont une diversité et une richesse qui est absolue. On a un collègue, par exemple, qui est fan de théâtre et qui a, de fil en aiguille, fait venir le théâtre dans nos cours d'éducation musicale. Moi, jamais j'aurais pensé ça, tu vois. Donc, en fait, voilà, pour moi, la clé de la réponse, elle est là, c'est que les profs arrivent motivés déjà. Et donc, c'est juste à nous d'activer certaines choses pour les mettre sur les rails de ce que l'on fait. Et puis après, derrière, on leur dit, mais toi, c'est quoi ton truc? Quelle est ta spécificité? Et comment tu peux apporter aussi? Parce que souvent, ça c'est un autre point qu'on n'a pas tout traité, mais c'est quand les profs arrivent comme ça, ils se sentent nuls par rapport à d'autres, à ceux qui sont déjà en place, et ils se sentent même dévalorisés. Ils se disent, mais moi je suis incapable de faire ça, etc. Et tout notre job à nous, c'est justement de leur dire, mais non, tu as aussi tes spécificités, tes qualités, et on va t'aider à les mettre en exergue et à les développer. Mais je suis un peu sorti de la réponse. Non, enfin, moi, je rajoute juste, ouais, c'est exactement ce qu'il dit. Nous, on aimait bien dire à un moment, le venez comme vous êtes. C'est du McDo, mais c'était ça, quoi. Chacun a ses richesses. Donc, c'est vrai qu'il y a, on est tous pareils. À un moment, quand on arrive dans quelque chose qui existe déjà, on est tout petit, on se sent tout petit, en tout cas. Et donc, il faut donner cette liberté dont Nico parlait, et peut-être aller la chercher aussi, de dire, enfin, on a tous à apprendre quelque chose de l'autre. Ça a l'air tellement bateau, dit comme ça, je sais, ça a l'air bisounours, mais c'est exactement ça. C'est sur des détails, c'est sur une expertise, sur un point particulier. Tout le monde a quelque chose à amener, et parfois ça peut faire basculer certaines idées dans un collectif déjà constitué, etc. Quelqu'un arrive avec le petit grain de plus, la petite chose en plus à laquelle personne n'avait pensé, ou le détail technique sur lequel tout le monde butait. Et voilà. Et là le fait de se rendre compte de ça, pour tout le monde, que chacun a sa pièce, sa petite pierre à l'édifice, c'est ça qui fait la solidité, la petite goutte dans l'océan, comme on dit. Donc c'est exactement ce que disait Nico. Le venez comme vous êtes, il est super important à mettre en avant. Et je vois que Fabien, il a une nouvelle connexion, et là je suis sûr qu'il a un son d'enfer. Je sais pas, j'espère en tout cas. Oui, il est bon le son. Il est bon le son. Allez, à toi. Et moi, avant, je voudrais vous poser une question à tous là. Sur les dispositifs que vous mettez en place, nous, dans le MOOC Campagne, il y a quelque chose qui est très cher, c'est l'interinstitutionnalité et le mélange des métiers. Là, on parle de collectif d'enseignants, mais est-ce que dans vos groupes, vous avez des gens qui viennent d'autres univers, qui viennent de l'univers de la formation continue, de la formation des adultes, qui viennent de l'univers de la formation universitaire? Là, on a des questions dans le chat qui nous demandent si Twicté, il est conçu pour être utilisé en formation d'adultes, par exemple, dans le cadre du FLE. Est-ce que dans les groupes, il y a que des enseignants qui sont entre eux, ou est-ce que c'est ouvert sur d'autres types de publics? Moi, je veux bien répondre, parce que vous imaginez que je brûle de pouvoir participer à cette table ronde depuis tout à l'heure, et je tiens à m'excuser auprès des participants et auprès de chacun de vous pour ces problèmes de connexion. Alors, juste pour répondre à la question qui a été posée dans la chatroom, alors oui, on a une classe, même plusieurs classes de licence en sciences de l'éducation de l'université Paul Valéry de Montpellier, qui participe cette année par l'entremise de Carole Gomez-Gauthier, et qui participe d'ailleurs avec d'autres classes du secondaire. Donc dans Twicté, le dispositif est architecturé par, on va dire, par cycle. C'est ainsi qu'on nomme les regroupements de plusieurs niveaux ici en France. Donc le cycle 4 intègre ces classes de licence qui échangent avec des classes de lycée professionnel et avec des classes de collège ou de lycée ordinaire.
Ça, c'était pour le côté formation adulte. J'ai aussi mémoire que ça avait été testé dans un EHPAD, donc dans un établissement qui accueille des seniors. Ça avait été testé par un Twictonaut pendant des vacances scolaires. Après, sur cette interdisciplinarité, tu fais vraiment bien d'en parler, Patrick, parce que je pense que c'est une richesse énorme. Et un des problèmes, et je pèse le mot problème, qu'on peut rencontrer dans des réflexions pédagogiques collaboratives au sein de notre métier, c'est qu'on vient tous du même métier. Et c'est extrêmement rare de se retrouver dans un environnement professionnel où tout le monde partage la même culture professionnelle, avec des objectifs communs, avec une identité, des parcours qui sont assez similaires. Pour avoir fait un pas de côté par rapport à l'école depuis quelques années, et même quand j'étais dans l'éducation nationale, parce que je travaillais dans l'enseignement spécialisé, donc dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, on se rend compte à quel point le fait de pouvoir rester dans cet entre-soi professionnel, il est préjudiciable à l'ouverture des chakras pédagogiques. Et dans Twicté, ça te fait marrer ça, Nico. Dans Twicté, on a de la chance, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui participe, on capitalise sur ces quelques années de construction du dispositif. Et on n'a pas des gens, même si je pense à Enzo, qui est un développeur qui vient nous donner des coups de main de temps en temps, et certainement à d'autres exemples que Régis pourrait compléter, mais on a des gens qui sont dans des reconversions professionnelles, voire qui ont des compétences tierces parce qu'ils les ont développées dans des champs d'activité qu'ils investissent sur leurs loisirs. Je pense notamment à Laetitia, que j'embrasse fort, et ces qualités de graphisme qui donnent cette identité visuelle incroyable à Twicté. Et bien en fait, c'est ces leviers-là qu'il faut aller capter chez des collègues. On n'avancera pas beaucoup plus loin. On a tous la même culture, on a tous la même identité professionnelle. Par contre, il faut savoir s'appuyer, et c'est le fameux slogan de fast-food qu'a repris tout à l'heure Régis. Il faut vraiment s'appuyer sur les talents individuels, savoir les détecter et savoir les articuler les uns les autres pour que ça puisse venir enrichir la proposition. C'est vrai parce que là, on parle de l'interprofessionnalité, mais on peut aussi parler du fait qu'on n'est plus sur des territoires géographiques, on est sur des territoires numériques. Donc, quand on accueille des collègues qui enseignent à l'étranger via des opérateurs publics comme la EFE ou comme la MLF, quand on a des collègues qui sont dans d'autres systèmes éducatifs, francophones ou non, ça aussi, ça vient enrichir. Et puis, tout simplement, le chier aussi du statut, mais ça tu l'as dit Régis, il me semble que la personne peut avoir dans le dispositif, c'est-à-dire qu'on a des newbies comme on les appelle, donc des gens qui sont fraîchement débarqués et qui découvrent le dispositif et qui, quand ils l'osent, et on aimerait qu'ils osent plus souvent, viennent nous pointer des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé parce que ça fait bien trop longtemps qu'on a le nez dans le guidon. Donc je pense que voilà, c'est cette diversité de profils qui vient vraiment enrichir les propositions. Nico Guittard parlait tout à l'heure du fait que dans Edmuse et dans les rencontres Edmuse Connect, on n'avait pas que des profs de musique. Je pense que c'est aussi une des spécificités d'Edmuse Connect. Et je pense qu'il faut provoquer, rechercher, souhaiter cette diversité dans les dispositifs. Et c'est certainement en regard ou en négatif ce dont on manque un petit peu à l'école. Oui, donc je réponds oui, effectivement, on a des collègues, en particulier je pense à Guillaume Laurie qui est en expert en gestion de projet, en formation digitale, qui est coach, etc. Alors c'est sûr, il est dans le domaine de la formation, mais pas du tout dans l'éducation nationale, quoi. Donc il fait partie de la team aussi, et comme le disait parfaitement Fabien, on a vocation et on a envie de s'ouvrir davantage, parce que encore une fois, c'est toujours une richesse supplémentaire. Et parce que tu viens de parler d'éducation nationale, Nico, je pense aussi, on parlait tout à l'heure de territoire géographique, on est aussi sur des territoires institutionnels partagés. C'est-à-dire que quel bonheur de bosser avec des collègues du privé, quel bonheur de bosser avec des collègues qui ont une culture d'une école républicaine, publique, d'autres d'une école confessionnelle, d'autres d'une école hors contrat avec un projet d'établissement qui à la fois fait rêver, à la fois fait complètement flipper. C'est l'ensemble de ces sensibilités-là, des objectifs, des publics qui diffèrent, qui font aussi qu'on peut nourrir nos dispositifs. Et c'est une chose qui est extrêmement compliquée à trouver dans un territoire plus institutionnalisé. Ouais, ça c'est fondamental pour moi. C'est vrai que moi, tu vois, je suis
j'ai fait un petit déplacement professionnel avec une personne de mon ensemble scolaire qui était donc dans l'école primaire. Écoute, on n'a jamais passé autant de temps ensemble, ce qui était normal puisqu'on était en déplacement. Et on s'est dit, mais c'est dingue, on ne se voit jamais alors qu'on est dans le même ensemble scolaire et on s'est découvert des affinités pédagogiques et humaines énormes. Et là, l'avantage avec effectivement ces réseaux-là, c'est qu'on rentre en contact avec des gens, comme tu as très bien dit Fabien, une diversité qu'on ne rencontre pas au quotidien. Et c'est vrai que même au sein d'un établissement physique, au-delà du réseau et de l'institution, tu croises pas tes collègues, quoi, ou trop peu, ou trop vite. Je vais extraire de mon rôle 2 minutes d'animateur pour celui de membre de collectif aussi. En fait, moi, je crois qu'on Il a le droit de faire ça ou pas? Ouais, mais je hack la présentation. Il reste 10 minutes, donc il utilise le temps. Juste pour dire qu'on parle tous le même langage, c'est le langage apprenant. On parle tous des mêmes choses. Moi, quand je vais à Ludovia ou quand je vais dans d'autres événements, je regarde pas de quel type d'enseignement ou la discipline ou d'où il vient. C'est ce qui m'intéresse, c'est plutôt les objectifs pédagogiques, c'est les pratiques, c'est les dispositifs qu'ils utilisent et comment moi je peux m'en inspirer ou comment on peut partager là-dessus. C'est ça notre intérêt, c'est la réussite des élèves et puis des apprenants en général. Parce que je voyais une question sur la formation pour adultes. Pour moi, la formation, on a tous des objectifs derrière et il faut les remplir. Après, on a des dispositifs, on les adapte en fonction des gens qu'on a en face de nous, mais c'est très important. Et comme il nous reste 10 minutes et que finalement, ça va passer très vite, moi, j'ai une petite question. Je voudrais en revenir. Tout à l'heure, il y avait un côté salle de classe idéale dans ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand on est sur des réseaux sociaux, c'est vrai qu'on tombe qu'avec des gens qui sont d'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger à une sorte d'hypersociabilité sur les réseaux sociaux et d'hyposociabilité dans les salles de classe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de trouver son bonheur à travers les réseaux sociaux, est-ce qu'on n'en oublie pas de communiquer et parfois de convaincre dans les salles de classe? Moi, j'ai envie de dire encore une fois que c'est complémentaire. Hein. On a un peu répondu en filigrane, mais je crois, il y a cette idée que parfois, physiquement, géographiquement, tu es dans un endroit où, pour 1000 raisons, soit tu n'as pas de collègues, si tu es dans une école primaire où tu es tout seul, soit pour d'autres raisons, tu es le seul enseignant dans ta discipline et tu aimerais échanger avec des enseignants de la même discipline, soit tout simplement, et ça arrive aussi, tu t'entends pas particulièrement bien avec tes collègues, donc tu vas peut-être rechercher des échanges sur les réseaux. Moi, je ne crois pas du tout, c'est peut-être qu'un avis perso, hein, que le fait, en tant que professionnel, d'être dans ces échanges sur les réseaux, ça empêcherait ou ça dénaturerait ou ça réduirait les échanges réels. Au contraire, j'ai envie de dire, quand tu viens enthousiasmé par certains collègues que tu rencontres sur les réseaux sociaux, tu n'as qu'une envie, c'est d'en parler avec tes collègues physiquement dans ton école. Donc, moi, je crois que ça enrichit et que ça s'articule plutôt très bien. C'est peut-être qu'un avis perso, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nico, Fabien. Fabien, je te laisse la parole, vas-y. Ouais, juste repasser par des exemples concrets avec notamment ce qui peut se passer dans Twitter. Il y a un concept qu'on aime bien avec Régis et que je sais qu'on partage avec les deux Nico, c'est celui de l'encerclement positif. C'est-à-dire que donner à voir que vous vous éclatez dans votre pratique, que vous apprenez des choses, que vous découvrez de nouvelles choses, et c'est le meilleur moyen de capitaliser sur, on va dire, un premier cercle d'enseignants qui au moins se poser la question de on y va pas, et qui finissent par venir. Et je pense que c'est, j'aime pas utiliser le terme de combat, mais en tout cas, ces batailles-là, allez, on va le dire, ces batailles, elles se gagnent millimètre par millimètre et peut-être collègue par collègue. Donc, gagner un collègue, c'est la possibilité d'en toucher peut-être 2 autres derrière. Et après, on ne forme pas à l'enthousiasme. Quand je nous écoute depuis le début, je me dis que le vecteur qui reste pour moi une intrigue, c'est l'enthousiasme et comment est-ce qu'on génère de l'enthousiasme et comment est-ce qu'on peut parfois réenchanter certains praticiens dans leur rapport à leur métier. Moi, je crois que c'est quand même un peu contagieux. J'espère, tu vois. Quand tu as un collègue hyper enthousiaste, alors il ne faut pas non plus être dans le surenthousiasme, mais je pense qu'il y a un côté contagieux, comme tu le dis, c'est que quand tu es dans ton école et que tu es enthousiaste, tu forces pas à emmener les autres, quoi. Disons que dans ton sillage, comme tu dis, l'encerclement positif, il y a cette aspiration, peut-être, comme on parle en course automobile ou en course de vélo, puisque tu aimes bien ça, et inspiration, du coup,
Enfin, moi, je sais qu'un collègue enthousiaste, il m'emmènera bien sûr beaucoup plus rapidement avec lui que le contraire, quoi. Alors, mais c'est vrai que c'est une grande question. Parce que il faut bien qu'on soit pas d'accord, parce que sinon, cette table ronde, elle est pas si rigolote que ça, et en tout cas pas si enrichissante, avec un enthousiasme qui peut être freinant aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a des formes d'expression de l'enthousiasme qui peuvent générer une forme d'exaspération ou un sentiment d'exclusion chez certains collègues. Donc, je pense que là aussi, hein, on sort nos casquettes de vieux briscards, et je pense qu'il y a des choses qu'il faut maîtriser aussi. Et parfois, je vous entendais tout à l'heure, entre deux galères de connexion, parler de la casquette de prof innovant, notamment. Je trouve qu'elle elle est extrêmement dangereuse. Et lorsqu'on se fait caper de cette terminologie-là, ou en tout cas, lorsque certains souhaitent vous auréoler de ce nom-là, il faut être extrêmement vigilant, parce que je trouve que ça exclut, parce que ça renvoie pas à la réalité du pourquoi est-ce qu'on est dans cette recherche pédagogique. Et puis, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, eh bien, c'est la pertinence de ce qu'on propose. C'est quoi les garde-fous? Est-ce qu'il suffit de mettre un hashtag sur Twitter et un beau visuel pour que l'activité, elle vaille le coup d'être proposée à une série d'élèves? Alors, je crois qu'il nous reste à peine 4 minutes. Et je pense que c'est le moment de dire un petit mot de conclusion. Vous, j'aime bien cette question-là, je la pose à chaque fois, mais vous, comment vous imaginez l'école de demain et comment vous pensez que les collectifs enseignants vont apporter encore plus d'enthousiasme, plus d'imagination, plus de créativité pour demain? Et là, on passe la patate chaude à Nico Guitare pour commencer, évidemment. La violence. Moi, je peux juste dire un truc sur la question d'avant, parce que j'ai pas pu répondre très rapidement. C'est que moi, j'ai pas encore réussi, tu vois, à la contamination dans mes différentes équipes. J'ai pas encore trouvé la clé, même si ça s'est fait vraiment à la marge. En revanche, dans le cadre de la semaine de la classe inversée, la CLIS, j'ai 3 collègues qui sont venus me voir dans ma classe. Et donc 2 collègues d'éducation musicale et une collègue de français lycée. Et ben, franchement, je m'attendais pas à ça, parce que elles ont observé 3 heures carrément sur 4, hein, le mercredi matin, et ben elles m'ont fait un retour absolument génial, quoi. Et en fait, sans avoir l'enthousiasme qui peut parfois intimider et faire peur et être énervant, que Fabien décrivait, simplement en étant moi-même en classe et en faisant en fait ce que je fais dans ma classe, eh bien j'ai convaincu. En fait, je n'ai eu qu'à être moi-même dans ma classe, et les collègues ont appris, ont trouvé des idées. Voilà. Et là où je voulais en venir, c'était de dire que moi, je ne me considère pas forcément comme innovant, mais j'ai eu cette initiative d'ouvrir ma classe, et à partir de là, eh bien, il y a eu un partage, un échange, et j'ai pu, entre guillemets, convaincre, pour répondre à ta question. Et pour répondre à l'autre question, l'école de demain, j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais oui, ça sera chouette. Non, honnêtement, pour moi aujourd'hui, ce dont j'aurais besoin et ce dont Fuir, je c'est rêve, lâche. c'est clair, c'est d'un outil. En fait, c'est bête, hein, de finir comme ça, mais un outil qui permette vraiment d'échanger. Pour moi aujourd'hui, Twitter est obsolète, c'est-à-dire que c'était très bien au départ, mais on a d'autres services qui existent et qui sont bien plus efficaces, mais on a d'autres contraintes, comme par exemple RGPD, avec lesquelles du coup, on va moins utiliser Twitter, on va moins utiliser Slack, on va moins utiliser Discord, enfin des plateformes comme ça, parce qu'on est beaucoup plus vigilant et regardant. Et donc, moi, je suis en attente en fait d'un outil qui nous permette vraiment d'échanger de façon vraiment avancée en termes de technologie. Je veux pas critiquer quelques plateformes que ce soit, mais clairement aujourd'hui, Twitter, le fait de pouvoir partager que des images et de la vidéo, et de pas avoir de récap, pas avoir d'historique, etc., c'est une limite du réseau. Et moi, je suis en attente d'un outil. C'est vrai que si l'école et l'institution peuvent avoir un rôle à jouer pour ces réseaux-là d'enseignants, c'est leur fournir un outil et un cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer. Et aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, il y a les CARDI qui commencent à se bouger, à créer des journées d'innovation avec toutes les pincettes qu'il faut prendre, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, et que je rejoins totalement mes collègues sur le terme innovation. Mais je trouve que cette initiative va dans le bon sens, dans le fait de dire il y a de beaux projets dans l'académie, on les met en avant, venez échanger, venez partager. Et cette direction-là que les canopés suivent aussi me semble être une clé pour l'école de demain. Je pense que si l'institution se met au diapason
en fait, tout simplement des besoins du terrain, on aura dans l'école de demain quelque chose qui sera beau à voir. En tout cas, moi, j'espère que ce sera ça. Et je vois pour l'instant cette dynamique-là. Je croyais que tu allais me parler de TikTok, moi. Ouf. Allez, il n'y a pas beaucoup de temps, ne le gaspillons pas. Non, moi, je ne sais pas répondre à ta question, Nico. Je sais juste que l'école de demain, elle ressemblera quand même pas mal à l'école d'aujourd'hui. Il y a pas de révolution, de grand soir ou de choses comme ça. Ça va se faire, pour reprendre ce que disait Fabien aussi, millimètre par millimètre. Mais j'ai du mal avec ce genre de questions. À quoi j'aimerais qu'elle ressemble ou à quoi elle doit ressembler, je botte en touche. Moi, Fuir, c'est lâche. Non, mais c'est parce que… Attends, je vais compléter. Je suis un peu dans sa tête, donc je prends le relais. Il y a un très bon MOOC en ce moment que vous retrouverez sur la plateforme Fun. Il est trop bon. Qui s'appelle Leaders of Learning. Et je pense que la vision de Richard Elmore, qui est prof à la Graduate School d'Harvard et qu'il partage sur ce MOOC, c'est exactement ça, l'école de demain, je pense. C'est une école… L'école redevient un espace d'apprentissage pour tous. Et c'est en comprenant les besoins et les profils d'apprenants de chaque individu et de chaque sujet qui inclut l'école, en tout cas que l'école accueille, du cadre jusqu'à l'élève. C'est en harmonisant la façon dont on va lui permettre d'exprimer son potentiel apprenant qu'on arrivera à une école qui jouera son rôle à plein. Leaders of Learning, n'hésitez pas à aller vous inscrire. On aura le plaisir, après avoir terminé le MOOC en pan ou en parallèle, à vous retrouver dans cet espace-là. Bravo. Je crois qu'on peut conclure, Patrick. Donc oui, merci beaucoup à vous. Vous faites vraiment écho à l'esprit qu'on veut mettre dans le MOOC en pan. Il y a beaucoup de réactions sur les différents moyens qu'ont les MOOCers de s'exprimer, c'est-à-dire à la fois sur les forums du MOOC en pan et puis sur les différents chats. Et puis, on mettra également tous ces liens, ça sera dans le pour aller plus loin du MOOC en pan. Je vous remercie beaucoup et je pense qu'on est dans les délais. Un dernier mot à chacun. Bye bye. Et gardez la pêche. Et n'oubliez pas que tout le monde peut faire de la musique. Allez, merci beaucoup.